tous, bienvenue. Candidat à la présidentielle au Bénin, nécessité pour vous de déposer une caution de 250 millions et non plus 15 millions. Sinon, renoncez tout simplement. Pour les législatives, 200 millions par liste et non plus 8,3 millions. Sinon, s'abstenir. Et oui, mesdames, messieurs, c'est ainsi désormais la donne. Ce qui paraissait comme une mauvaise blague ne l'est plus désormais. La validation de ces dispositions par la commission des lois le 7 août dernier semble mettre en ébullition la République. Lettre ouverte au président de l'Assemblée nationale, communiqué de presse d'ONG appelant à plus de sens, de responsabilité, de patriotisme des élus du peuple. Les réactions d'indignation fusent de toutes parts. Même certains caciques du régime au pouvoir crient au scandale. Mais à ce beau monde, nombre de députés du BMP ordonnent à la Latine, Abdoulaye Gounou, pour ne citer que selon rétorque n'avoir fait que ce qu'il y a de mieux pour un Bénin qui se veut moderne et plus exemplaire. Seulement, mesdames, messieurs, la pilule a du mal à passer dans l'opinion publique. Proposition de loi portant code électoral, un complot contre la démocratie béninoise ou une innovation. C'est bien là le thème au menu de votre émission Débat du jour. L'instant analyse prévu, mesdames, messieurs, pour être un contradictoire ne le sera plus. Auguste Villegla du parti RBNV, parti de la mouvance, attendu sur ce plateau, n'a pu effectuer le déplacement. Pour cause, un empêchement de dernière minute, a-t-il annoncé. L'émission du jour se fera alors en décryptage. Le regard avisé de sachant sur les points controversés. Pourquoi tant de bruit autour de propositions qui, pour les porteurs, se veut une innovation? Ce sera donc en compagnie de Victor Tokpanou. L'homme n'est plus à présenter. Professeur de sciences politiques, ancien garde des Sceaux et tout ce qui va avec, vous le savez, il est prêt à partager avec nous ses appréhensions, mais surtout ses contributions pour l'enrichissement du débat. Parce que bientôt, le sujet sera abordé en plénière. Et il s'agira de l'avenir du Bénin, une fois encore, qui sera dessiné. Victor Tokpanou, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de Un m'inviter. calendrier toujours chargé, mais sachant toujours se libérer pour la République. On dit que dans le cas d'espèce, c'est la République qui vous le revaudra. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est bien là la situation. Cette émission aura lieu, comme vous vous en rendez compte, et ce sera donc un décryptage des faits. L'émission du jour se fera en co-animation. Et à mes côtés, mon inconditionnel de la rubrique La Une des journaux. Quand je viens maintenant donc pour mener le débat. Ma compagnie, quand je viens maintenant à nouveau, bonjour. Oui, bonjour, je l'ai dit, moi je suis peiné avec votre introduction qui montre encore une fois des attitudes plus ou moins irresponsables à mon avis de l'opposition aujourd'hui par rapport donc, à cette opposition qui ne dit pas son nom. Je les appelle comme ça parce que cette mouvance continue pas à croire que jusque-là le plateau, la plupart des plateaux ne lui sont pas offerts pour pourquoi donc se défendre. Mais lorsque vous les invitez qu'à la dernière minute, on vous avance un prétexte comme quoi on est pris à la... Non, écoutez, qu'on soit responsable. Si c'est cela vous appelez la ruse ou la rage, moi j'appelle ça de la fuite de responsabilité. Bref, le débat n'est pas donc à ce niveau. Nous saluons donc le professeur qui est sur ce plateau. Encore une fois, merci monsieur le ministre d'être là. C'est moi qui vous remercie. Le code donc, électoral, je le disais, est en passe d'être révisé au Parlement. Depuis le 7 août, des réactions fusent de partout. Mais est-ce que vous pensez que ce tollé est mérité? Écoutez, permettez-moi de joindre ma voix au vôtre pour regretter finalement que la mouvance ne soit pas représentée parce que j'avais bien été informé également que ça aurait été un débat entre moi-même et un représentant de la majorité présidentielle. J'observe que cette attitude est non seulement inélégante, mais également elle est irrespectueuse. Inélégante parce qu'on n'attend pas le dernier moment pour se désister, c'est pas correct. Et puis irrespectueux vis-à-vis de l'opinion. Ils sont les représentants de l'opinion et ce que vous faites, c'est juste un travail d'information de l'opinion. Ils ont donc l'obligation, quand ils prennent des initiatives d'une portée aussi importante, de venir s'expliquer
C'est vrai qu'ils ont les tribunes de l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas mieux que les médias pour expliquer à l'opinion le fondement de leur position. Évidemment, à partir de là découle probablement le premier élément de réponse à votre question. Il me semblait que si c'était une initiative louable, ils se seraient empressés d'envahir les plateaux, les studios, pour bien expliquer leur position, ainsi que ça a été le cas pendant les débats sur la révision constitutionnelle. Mais s'ils se débinent ainsi à toutes les invitations importantes d'explication, c'est probablement parce que eux-mêmes, ils ont conscience que les propositions qu'ils sont en train de faire ne sont pas de bonnes propositions. Elles ne sont pas de bonnes propositions et c'est pour ça qu'il y a ce tollé. Et ce tollé est donc légitime parce que ce qui est en cause et qu'on ne dit pas assez, c'est la conception de l'État et de la démocratie que développent les actuels gouvernants de notre pays. Il me semble que nous n'avons pas les mêmes cultures de l'État ainsi que la même culture de la démocratie. L'État, il est là au service du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et en conséquence, lorsque vous faites des choses dans l'intérêt du peuple souverain, vous n'avez rien à craindre de la démocratie. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme on a le sentiment que les gouvernants au pouvoir ont de l'État une idée d'une propriété privée, comparable à une société privée, ce qui est totalement erroné. Et en plus, ils ont le sentiment que le pouvoir n'appartient pas au peuple dans une démocratie et qu'il appartient finalement aux seuls riches, les seuls qui ont de l'argent, les seuls qui ont des arguments financiers à faire valoir. Et c'est ça qui transparaît dans les mesures qui sont prises. Et c'est là où justement il faut interroger la philosophie politique et démocratique, voire même étatique de ceux qui nous dirigent. Et quand on comprend la philosophie et la perspective dans laquelle ils se placent, on comprend plus aisément les positions qu'ils prennent, les solutions qu'ils proposent. Et quand vous comprenez que c'est des conceptions totalement différentes de ce que l'immense majorité des Béninois partagent, vous comprenez également le fondement des protestations et des remises en cause qui fusent de partout. Quand on revient à Côte d'Ivoire maintenant, au cas précis, le sujet, vous voulez dire quelque chose avant que je pose la question? Oui, non, justement, vous pouvez y aller parce que c'est quand le professeur pense, par exemple, que l'on est en train de réduire un tant soit peu la gestion du pays aux seuls riches. Ils ont justifié la caution, par exemple. C'est juste pour dissuader les plaisantins. Et le chef de l'État, entre-temps, s'était adressé à la nation. Il estime qu'il faut être quand même à l'abri du besoin pour diriger une nation. Et en la matière, on ne peut quand même pas laisser l'État 15 millions. Ça veut dire que tout bon citoyen peut aller donc aux élections. Et ça explique quand même la pluralité des candidatures qu'on a souvent. Non. Et une fois de plus, vous me permettez de trouver des éléments concrets pour bien illustrer ce que je dis. Il y a une différence de conception entre la démocratie et de l'État, entre ceux qui nous dirigent aujourd'hui, et donc forcément entre les justifications qu'ils avancent de leurs actes et ce qui aurait dû être. En effet, lorsque le président de la République dit qu'il faut être à l'abri, je crois qu'il se trompe. Et non seulement il se trompe, mais en fait, il illustre la conception qu'il a de l'État. Et c'est ça qu'il exprime. Mais ça ne veut pas dire que parce que le chef de l'État l'a exprimé ou qu'il ait donné son point de vue, cela veut dire que ce soit vrai. Le président, sur beaucoup de points, me semble-t-il, se trompe. Non seulement se trompe dans le diagnostic, mais dès l'instant où vous vous trompez dans le diagnostic, vous vous trompez conséquemment dans les solutions que vous proposez. Et donc, il ne s'agit pas de dire aux gens, oui, j'ai réussi dans ma vie privée, j'ai fait des affaires et en conséquence, sur beaucoup de points, dites-vous. Oui, sur beaucoup de points. Celui-là, par exemple. Mais j'aurais pu également donner ce qui fait l'objet de l'actualité. Pourquoi penser à 250 millions de francs alors qu'il y a des moyens beaucoup plus démocratiques pour limiter le nombre des candidats. Et le moyen le plus démocratique, c'est encore la limitation par le peuple. Et ça veut dire quoi, la limitation par le peuple? Ça veut dire ni plus ni moins que désormais, avant d'être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir des soutiens d'élus. On peut dire par exemple que pour être candidat, puisque nous avons 77 communes, il faut nécessairement qu'il y ait un soutien signé par 10 maires.
ou 15 maires. Et comme on a la pratique des élections locales et communales depuis plusieurs années maintenant, on peut aller plus loin en disant qu'il faut recueillir la signature de 100, voire de 200 conseillers locaux ou communaux, etc. C'est ça la seule limitation démocratique qui vaille dans un contexte démocratique. Ça n'a jamais été par l'argent qu'on sélectionne. Jamais. La preuve, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, les gens rappelaient qu'aux États-Unis, il n'y a pas de caution. En France, il n'y a pas de caution. Là-bas, c'est le soutien des grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont déjà ceux qui ont été investis, quel que soit le niveau de la société, par l'opinion. Parce que, une fois de plus, on est en démocratie et la seule limitation acceptable dans la philosophie démocratique, c'est d'abord la limitation par le peuple et jamais la limitation par les billets de banque. 250 millions, c'est un mauvais message que l'on adresse non seulement à l'opinion nationale, mais également à l'opinion internationale. En quoi ceci est-il un mauvais message? Désormais, tout le monde saura que pour être président au Bénin, il faut avoir 250 millions. C'est un très mauvais signal parce que ça signifie que seuls les riches pourront être candidats. Une élection présidentielle, ce n'est pas pour les riches. Il y a des députés qui sont quand même montés au créneau, il faut le dire, les premières heures, même si on observe comme un peu de réticence par la suite, les premières heures, ils ont donné de la voix, ont expliqué. Désormais, l'idée est aller au grand regroupement. Les grands regroupements signifient qu'en leur sein, on a des formations politiques qui ont un certain nombre de militants, un certain nombre d'adhérents. Pris individuellement, chacun a eu un certain seuil de représentativité, même financière, si vous voulez. Considérez maintenant la caution que chaque adhérent pourrait apporter, et à cela, la contribution financière de l'État, parce qu'il y aura le financement des partis politiques par la suite, le tout mis ensemble, ça ne devrait pas être une option qui va peser sur un seul individu. On avance les concernés. Vous imaginez bien que c'est stupide. Ça n'a vraiment aucun sens, cet argumentaire. Je l'ai entendu, mais je ne vois pas en quoi il est cohérent. Le travail du regroupement des partis ne doit pas être lié à la caution du candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Simplement parce que tout le monde sait que ça ne signifie pas conséquemment que les candidatures indépendantes soient interdites, à moins que ce soit là le piège qu'ils sont en train de glisser dans la loi et qu'ils ne le disent pas. Et si c'est ça, ça devient encore plus dangereux démocratiquement. On ne peut pas interdire les candidatures indépendantes. Et donc, on ne peut pas construire un raisonnement sur une disposition légale visant les élections sur la base du fait qu'il n'y aurait pas de candidature indépendante. S'ils acceptent les candidatures indépendantes, donc tout le raisonnement tombe de lui-même. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de lumière là-dessus, mais à supposer que l'intention cachée, comme vous dites, c'est d'interdire les candidatures indépendantes. Mais à ce moment-là, il faudra les dénoncer, mais avec la plus grande violence. Pourquoi on a vu les Béninois, les universitaires comme vous et d'autres techniciens déplorer le fait que jusque-là, le Bénin n'a pu avoir un président issu des arcanes politiques. Ça pourrait être une aubaine pour avoir des hommes issus des entrailles des partis politiques. Ce n'est pas en accentuant la discrimination que l'on règle un problème politique. Non. En passant de 15 millions à 250 millions, on accentue plutôt la discrimination. Si l'on veut que le président soit désormais issu d'un parti politique, comme nous l'avons souhaité par le passé, ainsi que vous l'avez dit, nous avions fait le diagnostic et nous avions proposé les solutions. La solution, c'était le financement public de la vie politique. Et c'est précisément parce que depuis 1990, on n'avait pas instauré le financement public de la vie politique qui s'est trouvé que, comme la nature a horreur du vide, comme il n'y avait pas de financement public, conséquemment, le financement privé s'est substitué au financement public. Or, ce financement privé était le fait d'opérateurs économiques qui n'avaient d'autre logique que la logique du préfinancement. Et ils se disaient, nous supportons un candidat, mais dès le retour, nous attendons que la personne nous fasse comme on dit, un retour d'ascenseur. Et ça rendait l'État totalement prisonnier des opérateurs économiques qui ont soutenu les plus grands candidats qui sont
qui ont accédé au pouvoir. C'est ça, en fait, le diagnostic. Si on fait un autre diagnostic, on se trompe nécessairement de solution. En conséquence, nous, on avait toujours dit qu'il fallait qu'on aille vers le financement public, parce que c'est la règle, tout simplement, partout. Et c'est une conséquence logique de ce que j'appelle la philosophie politique que j'ai énoncé tout à l'heure, à savoir que le pouvoir est au peuple. Si le pouvoir est au peuple, il faut que le peuple finance. Et le peuple finance, c'est l'État qui prend en charge, parce que l'État, c'est le peuple. C'est ça la logique qu'il faut avoir dans le raisonnement. À partir de ce moment-là, ce n'est pas en empêchant les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qu'on a le sentiment qu'on règle le problème. Non, au contraire, on s'en éloigne. Et c'est totalement opposé en termes de raisonnement intellectuel. Vous ne pouvez pas, d'un côté, prôner le financement public de la vie politique, c'est-à-dire le retour du contrôle de leurs élus par le peuple, et de l'autre côté, mettre une barrière financière pour distinguer les candidats à l'élection présidentielle. Si vous faites ça, c'est totalement opposé. Au contraire, soit on fait le financement public et on va directement vers la régression du montant jusqu'à obtenir le taux zéro. Et en remplacement, c'est ce que je vous ai dit, la seule limitation démocratique consisterait à obtenir des parrainages, on appelle des parrainages, soit d'élus locaux, soit d'élus communaux ou municipaux, soit d'élus nationaux comme les députés. On peut même faire un mélange en disant qu'il faut nécessairement 10 députés, par exemple 15 maires ou 50 conseillers locaux. On peut faire ce mélange-là. Mais jamais, du point de vue de la philosophie politique, on ne peut aller à une discrimination basée sur l'argent. Et ça, c'est juste, je veux dire, c'est du non-sens. Est-ce que votre argumentaire est également relatif à la caution que les listes doivent déposer au niveau de la législative? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous voulez que désormais les députés, pour avoir le droit de siéger, aient payé une caution de 200 millions de francs CFA. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est l'évaluation rapide de la caution par député. Vous prenez 83 ou 84, vous divisez par 200, vous prenez 200 millions, vous divisez, et vous voyez à peu près ce que ça donne. Alors que jusqu'à présent, je crois, c'était 200 000 francs par député. C'est 200 000 fois 84, fois le nombre de suppléants, fois 2, donc par le nombre de suppléants, qui faisait 8 millions 300 et quelques mille. Voilà. Mais là, ça veut dire que pour être député, il faut passer de 200 000 à plusieurs millions de francs CFA. À plusieurs millions de francs CFA. Et comment voulez-vous que ces députés qui ont été élus dans ces conditions-là ne soient pas préoccupés par une espèce de remboursement de fait de leurs dépenses? Parce que là, il ne s'agit que de la caution. Il faudra ensuite ajouter les frais de campagne jusqu'au bout. Et on n'a même pas la garantie qu'avec les lois, on puisse gagner, puisqu'il y a un pourcentage avant d'accéder au financement public. Donc vous faites tout ça pour rien. Vous pensez que c'est un lit aujourd'hui fait à la corruption au niveau de l'Assemblée nationale? Mais ça, c'est déjà le cas. Vous savez que nous avons une Assemblée nationale composée de près de 80% d'opérateurs économiques, et les 20% restants, quand ils ne sont pas eux-mêmes parrains d'opérateurs économiques, ils sont très peu à ne pas avoir de relation directe avec le milieu politique, le milieu économique. Déjà, nous avons ce statut, de sorte que nous avons tout ce que nous décrions aujourd'hui. Mais imaginez que ce fossé soit encore approfondi par la caution de 200 millions. On va vers une situation totalement indescriptible, je dirais quasiment, je ne dirais pas encore insurrectionnelle, mais de nature insurrectionnelle. Mais comment expliquer qu'un test tel vous le présentez à l'université, mais soit soutenu par des élus du peuple qui comprennent d'abord la situation de leur père, situation que vous décrivez. Je précise que pour l'heure, nous n'avons pas encore eu Victor Tokpan député. Peut-être qu'il y a des détails qu'il ne maîtrise pas, mais nous le savons aussi très futé, à fouiller un peu plus loin, même au-delà de son univers. Mais que soient des députés qui en soient censés, cette disposition, quelle explication peut-on alors y donner? Écoutez,
je pense qu'on est dans le paradoxe de la situation que nous avons mise en place depuis 1990. Comment ça? Je vous disais tantôt que ce qui a manqué à notre démocratie, ça a été le financement public. Et comme la nature a horreur du vide, que la démocratie a un coût, que l'État ne prend pas en charge, nécessairement, d'autres l'ont pris en charge. Et d'autres là, ce sont les opérateurs économiques. Tout le monde connaît les relations, entre guillemets, incestueuses du président actuel avec la classe politique précédemment. Je n'en veux que pour preuve que le discours d'investiture du président Mbeki en 2015, lorsqu'il parlait de l'allégorie des deux télécommandes, qui disait-il à l'époque, l'une et l'autre n'étaient vertueuses. Donc ça n'est pas inconnu. Donc je crois que nous sommes aujourd'hui dans le comble de cette relation que le président a entretenue avec les membres de cette majorité et qui font qu'aujourd'hui, ils lui sont pleinement redevables, de sorte qu'ils ne sont même plus en mesure intellectuellement de lui opposer un refus, ou alors même de lui expliquer dans son intérêt les décisions qui sont prises. C'est d'autant plus paradoxal et totalement aberrante que il se trouve qu'en la matière, il s'agit d'une proposition de loi. Nous savons tous que depuis quelque temps, ils sont mandatés par le gouvernement, mais du point de vue formel, ça reste encore des propositions de loi. À partir de ce moment-là, on ne peut que s'interroger. Moi, la seule explication valable, c'est cette relation incestueuse qui continue qu'ils sont en train de payer. Est-ce qu'ils sont capables de dire non à quelqu'un qui les a financés pendant tout le temps, jusque-là? La réponse est naturellement non. À partir de ce moment-là, il ne faut pas se surprendre à voir qu'ils aient des comportements totalement incongrus. C'est d'autant plus vrai. J'ai déjà eu l'occasion de le dire quelque part. J'ai du mal, j'ai presque envie de parler de la peine. J'ai de la peine à voir des anciens présidents de l'Assemblée nationale, comme le président Nago, comme le président Idji, comme le président Amoussou, s'associer à une telle initiative. Parce qu'ils savent, eux, ce que c'est que l'État. Ils savent, eux, ce que c'est que la démocratie. En tout cas, ils savent comment ça a fonctionné jusqu'à présent. Et les voir dans ce bloc indifférencié, incapable de faire la différence, pose un vrai problème d'éthique à la fin. Est-ce qu'il faut voir ça sous cet angle ou apprécier ça à l'aune des réformes? Puisqu'il est question désormais de révéler le Bénin, il faut le faire au prix d'un certain nombre de sacrifices. Ceci ne peut-il pas expliquer un peu l'attitude de ces grands hommes d'État dont vous citez le nom? Non, je ne pense pas. Les réformes, tous les pays en ont besoin, y compris les plus développés. Même les pays les plus développés ont toujours besoin de réformes. Donc, a priori, personne ne s'opposerait aux réformes. Mais il faut que les réformes soient démocratiques. Là, elles ne le sont pas. Elles sont censitaires. Elles sont fondées... Ces points-là, censitaires? Bien sûr. Elles sont fondées sur l'importance de votre portefeuille financier. Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas accepter dans un système démocratique des réformes qui sont antidémocratiques. Si vous le faites, ça laisse la porte ouverte à tous les abus. Demain, seuls ceux qui ont la capacité de payer 250 millions pour la présidentielle ou 200 millions pour soutenir une liste électorale pourront aller aux élections. Si c'est ça qu'on veut pour la démocratie béninoise, qu'on nous le dise. Et à ce moment-là, on se verra que les Béninois ne sont pas prêts à faire ce jeu. Et c'est pour ça que je reviens toujours à ce que je vous disais en début de propos, c'est-à-dire la différence de conception qu'il y a entre les gouvernants actuels et l'immense majorité des Béninois, non seulement sur ce que devrait être la démocratie, mais également sur ce que devrait être l'État. Dès l'instant où il y a une violence, ou une différence aussi violente entre les deux portions, d'une part les gouvernants et d'autre part les gouvernés, forcément, ça finit par une situation de clash, et c'est ce que j'appelais de nature quasiment insurrectionnelle. Alors, monsieur le ministre, si vous le permettez, oui. Vous parlez du portefeuille financier pour pouvoir donc aller compétir, mais les réformes aujourd'hui envisagées par le code électoral
en étude au Parlement aujourd'hui ne concerne pas que l'argent. Il y a que les anciens chefs d'État aussi sont visés. Alors, vous êtes candidat et vous perdez votre statut d'ancien président. Vous ne trouvez pas ça normal? Écoutez, non. Parce que là, on est dans ce qu'on appelle la gestion des régimes d'incompatibilité. C'est-à-dire que quand vous occupez une fonction, vous ne pouvez pas occuper d'autres en même temps pour des raisons d'incompatibilité. C'est ce qu'on appelle un régime d'incompatibilité. Mais alors, le régime d'incompatibilité ne s'exerce que dans l'hypothèse où vous accumulez les fonctions. Or, ici, on ne dit pas encore qu'un élu, en situation d'élu, s'il est ancien président, doit choisir entre les privilèges que lui conférait son statut d'ancien président et les privilèges que lui confère le statut de député. On lui dit, dès l'instant où vous êtes candidat, ce qui veut dire qu'il ne peut jamais n'accéder à cette fonction, mais pas le simple fait qu'il est candidat, il perd un statut. Ça n'a juste pas de sens. Et c'est là où je dis, c'est pas... Je veux dire, je suis étonné que quelqu'un comme le président Amoussou, que quelqu'un comme le président Idji, que quelqu'un comme le président Nago puisse laisser passer des choses comme ça. Ceci dit, ils ont pour eux encore le bénéfice de la plénière. Ce n'est qu'au niveau de la commission des lois que cette proposition a été adoptée. Je fais encore le pari que la majorité silencieuse saura dire pendant la plénière, le bon sens, c'est-à-dire le bon sens démocratique, le bon sens populaire. Quand vous le dites comme ça, si vous le permettez, mais Victor Tokpanou doit faire dresser les cheveux sur la tête à certaines personnes parce que au sein de cette commission, il faut souligner qu'on a parfois la crème des crèmes en matière de tests de loi, de connaissance de tests de loi. Et pourtant, là, ils ont apporté patte blanche aux dispositions. Quand vous parlez de non-sens, est-ce que ce n'est pas l'homme des sciences qui exagère un peu sur la norme, en se refusant peut-être de voir d'autres portées de l'initiative? Vous savez, j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour vous répondre si les tenants ou les porteurs de cette proposition avaient accepté cette invitation. On aurait eu tout loisir de les entendre nous le dire. Je fais le pari qu'il n'y en a pas. Et c'est bien pour ça qu'ils ont déserté. Bien. Quand vous parlez de gens pointus à la commission, je ne sais pas à qui vous pensez. Mais je n'en vois pas beaucoup. Pas de voilà. Moi, pas beaucoup, mais vous voyez quelques-uns. Je n'en connais pas vraiment. Par contre, vous savez qu'il est possible pour tout député de prendre part aux travaux en commission. Et peut-être à ce moment-là que vous voyez des gens de bonne qualité arriver à cette commission sans forcément être membre du droit de cette commission. Non, je pense que ce qu'ils sont en train de faire ne mérite pas d'autres qualificatifs que ceux que je viens d'utiliser. C'est antidémocratique, c'est inacceptable. Et pour tout dire, c'est pas à la hauteur de notre Assemblée nationale. Voilà. Pas à la hauteur de notre Assemblée nationale. Cette institution dont ils ont la charge aujourd'hui mérite beaucoup mieux qu'elle propose des lois de nature beaucoup plus à approfondir la démocratie qu'à la tuer. C'est là-bas que bat le cœur de notre démocratie. C'est à l'Assemblée nationale. Elle a, par le passé, jusqu'à une date récente, même en se fondant sur une minorité, une ultra-minorité, ils ont fait échec à des tentatives relativement dangereuses. Et donc, je considère que ces propositions sont indignes de notre Assemblée nationale. L'Assemblée nationale vous avez l'impression, un peu comme ce titre du journal Point Média, que les députés de la mouvance découvrent qu'ils ont été piégés? Ah ben, ce serait leur accorder une bonne foi. Je pense qu'ils sont juste à la limite de la compétence, pour ne pas dire le contraire de la compétence. Sérieux en le disant? Très sérieux. La législature en question est pratiquement à la fin de son mandat, vous le savez, Victor Tokpanou. Elle aurait même dû partir sans toucher à cette loi, parce que c'est une session extraordinaire. Donc on n'aurait jamais dû avoir ça. Et voilà. Et est-ce que, comme certains, vous ne pensez pas que le poids de la fatigue aurait pu jouer un peu en leur défaveur? Il est préférable qu'il n'ait pas à organiser une session extraordinaire.
S'ils l'ont voulu ainsi, c'est qu'il y avait un plan machiavélique derrière. Et ce plan est antidémocratique et c'est bien pour ça que dès le début, votre collègue a bien fait de faire relever que dans l'opinion, il y a un tollé général. Les Béninois, eux, ne sont pas fatigués de la démocratie. Et c'est ce qu'ils font savoir à travers les récriminations. Jusqu'à preuve de contraire, les concernés ne sont non plus fatigués de leur démocratie, mais ils veulent plus de vitalité à cette démocratie, faire en sorte que le Bénin demeure la vitrine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être des mauvais pas. Espérons que ces pas soient corrigés en plénière. En plénière, que pourra-t-il se passer, Victor Topano, au regard des marches et pas que les membres de cette législature ont eu à poser devant vous, et vous avez cité des hommes de qualité, oui, ils le sont, on ne pourra pas leur dénier. Qu'est-ce qui pourra alors se passer dans les temps prochains? Écoutez, je fais le pari qu'à la commission des lois, pour l'adoption de ce rapport, il n'y avait pas tout le monde. Donc je fais le pari que tout le monde n'est pas d'accord avec la commission. Et je fais également le pari qu'en plénière, comme il y a de coutume, au cours des explications de vote, on puisse emporter la conviction d'une majorité silencieuse et qui change le cours des choses. Je fais toujours ce pari parce que, comme je disais tantôt, cette proposition de loi n'est pas digne de notre Assemblée nationale et je pense que l'Assemblée trouvera toujours les ressources morales pour recouvrer cette dignité-là qu'elle a toujours eue, qu'elle a toujours vendue à l'extérieur. Et donc, je continue de penser que ça se passera bien en plénière. Mais si par extraordinaire, ça se passait mal, et que cette tendance était confirmée, alors à ce moment-là, je crains qu'ils ne conduisent le pays au bord d'une insurrection. Et il y a encore la possibilité pour le gouvernement, puisqu'il s'agit du bloc de la majorité présidentielle, dont tout naturellement le leader est le président de la République. Il est encore possible que d'ici là, le président fasse jouer son droit moral et constitutionnel en leur demandant d'arrêter cette affaire-là qui n'est pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer, afin que le président comprenne que cette initiative non seulement est mauvaise pour la démocratie, mais est également mauvaise pour son image à lui, parce que personne, absolument personne, ni sur le plan interne, ni sur le plan externe, ne pourra dissocier une initiative aussi importante du bloc de la majorité présidentielle de sa personne et de son image. En le disant ainsi, est-ce que vous n'envoyez pas le chef sur un terrain qui n'est pas forcément le sien? C'est lui le qui sien. n'aime non plus. C'est le sien. Non, mais vous ne pouvez pas être péremptoire, Victor. Si, c'est son terrain, puisqu'il s'agit on est dans une démocratie. Et que dans une démocratie, même si on a érigé le principe de la séparation des pouvoirs, il n'en demeure pas moins que l'Assemblée a toujours fonctionné sur le fondement d'une majorité et d'une minorité. Et que la majorité a toujours soutenu l'action du gouvernement lorsque les deux sont en accord. Et lorsque les deux ne sont pas en accord, la majorité à l'Assemblée devient l'opposition. Bien. Ça a toujours été ainsi. Et il n'y a absolument aucun problème à faire remarquer qu'il y a une majorité à l'Assemblée qui soutient l'action du gouvernement et qu'en conséquence, le chef de l'État, bien que chef de l'exécutif, soit le leader naturel de cette majorité. Ça c'est démocratique. Ce qui serait contraire à la démocratie, c'est que le président laisse aller jusqu'au bout, alors qu'il a fait le pari, enfin, il a fait le serment de défendre la démocratie jusqu'au bout à travers sa constitution, qu'il laisse une portion des députés, fût-elle la majorité parlementaire, prendre des dispositions contraires à la constitution et donc contraires à la démocratie. C'est ça qui aurait été anormal. Donc, rappeler au président de la République quelles sont ses obligations constitutionnelles de défense absolue de notre constitution, qui elle-même est le cadre de notre démocratie, n'a encore absolument rien d'antidémocratique. Monsieur le ministre, vous êtes enseignant à l'université, vous opinez aujourd'hui sur la question, mais une classe politique minoritaire à l'Assemblée nationale, mais opposée aux actions du chef de l'État, on ne les entend pas pratiquement. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Écoutez, c'est un problème structurel auquel il faut peut-être ajouter une raison conjoncturelle. Structurellement, comme je vous disais depuis le début, le fait qu'il n'y ait pas eu de financement public, et que je fais partie de ceux qui ont toujours milité pour un financement public. Le fait qu'il n'y ait jamais eu de financement public
mais que tout le monde sait que la démocratie a un coût. Qu'on a fait le choix de la démocratie, mais qu'on n'a pas fait le choix du financement public, on a laissé la place vacante à un financement privé. Ce faisant, parce que ça pèse sur un individu ou sur deux individus, depuis le début de la démocratie, la vitalité du débat démocratique ne renaît qu'à la veille des élections. Parce que les gens n'ont jamais assez de moyens financiers pour soutenir une action politique constante, continue, d'une élection à une autre. Donc, de façon structurelle, nous voyons les oppositions ou l'opposition se reconstituer de façon quasi mécanique à la veille des élections. Et donc, on l'aura à nouveau très bientôt. Malheureusement, c'est aussi un constat structurel, c'est que depuis 1991, entre les deux élections, c'est souvent les médias ou la société civile qui jouent le rôle d'opposition. Ça a toujours été comme ça. Mais parce que justement personne ne veut poser le vrai diagnostic, qui est celui du financement public, on n'a pas trouvé la solution jusqu'à présent. On peut même faire les chiffres, ça peut devenir studieux. Sinon, il faut savoir qu'au Bénin, une activité politique coûte au minimum 2 millions, pour ne pas dire 3 millions. Si vous décidez de mener une activité politique dans chaque commune par an, ça vous fait 2 millions fois 77, ça fait 144 millions de francs CFA. Sérieux. Et si vous décidez d'en faire 3 par an, et par commune, ça fait 144 fois 3. Vous frisez le milliard. Et donc, presque personne, à titre individuel, n'a la capacité de financer ça de façon continue. En conséquence, on réunit ses forces et on se dit dans les derniers mois des élections, avant les élections, on va se déployer, on va expliquer, on va faire le travail qui... C'est l'une des limites structurelles de notre démocratie. Et c'est la raison principale pour laquelle, depuis des années, nous militons pour le financement public de la vie politique. Sauf que le contexte politique a changé aujourd'hui. Et c'est là où je parlais justement de la deuxième raison, la dimension conjoncturelle. Pour la première fois depuis 1990, nous avons à la tête de notre État un opérateur économique. C'est pour la première fois. Jusqu'en 2015, je vous rappelais tout à l'heure les chiffres, on avait les opérateurs économiques au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout se passait comme s'il y avait un gentleman agreement entre les opérateurs économiques d'un côté et la classe politique de l'autre, au terme duquel l'Assemblée nationale était contrôlée par eux et l'exécutif par un non-opérateur économique. Mais la tendance a commencé par s'inverser déjà à partir de 2011. Donc l'avant-dernière présidentielle, c'était l'occasion pour que quelqu'un comme Issa Salifou soit candidat. Pour la première fois, il passait des élections législatives à l'élection présidentielle. C'est passé inaperçu. Il avait fini 4e de l'élection après le président Yahi Boni, le président Mbedi et le président Abdoulaye Diotchane. Il a fini 4e. En 2016, donc c'était prévu, puisque c'était l'évolution de cette tendance-là, que beaucoup d'observateurs n'avaient pas vu venir, mais que très tôt, j'avais au moins eu l'habileté de signaler, même si elle n'avait pas été entendue. Il s'est trouvé que, pour la première fois, les deux gros patrons du milieu économique, que ce soit le président Adjavon ou le président Talon, ont été candidats. Et comme par hasard, tous les deux ont fini 2e et 3e de cette élection. Donc, à partir de ce moment-là, ça change la donne. Vous avez des gens qui n'ont même plus, je dis bien, ils n'ont même plus besoin de financement public pour mener leur action politique. Alors que jusque-là, on militait pour le financement public parce que les acteurs avaient besoin de cet argent. Aujourd'hui, le président Javon n'a pas besoin d'un soutien de l'État pour financer son parti. Le président Talon, en plus de 5 ans d'exercice de pouvoir exécutif, n'aura besoin d'aucune aide publique pour financer son action politique avec les partis qui se regroupent autour de lui. Il en est de même du président Yahi Boni. Donc, nous sommes dans une situation conjoncturelle particulière qui fait que si l'on n'y prend pas garde, nous allons de façon durable pour les 25 voire 30 années à venir vers une démocratie purement censitaire, totalement tournée autour de seuls
pôle financier. Et à ce moment-là, je ne sais pas combien de temps est-ce que la population, c'est-à-dire le pouvoir souverain démocratique, pourra le supporter. L'argent roi en politique, même ceux dont vous venez de citer les noms, se sont à un moment donné levés contre. Absolument. C'est le paradoxe. Alors, comment peut-on expliquer qu'on en soit à ce point qui paraît désormais comme un point de non-retour? On s'y accroche, l'argent transparaît presque dans tout. Je suis d'ordinaire optimiste, donc quand je vous entends parler de point de non-retour, vous me rendez pessimiste. Si. Bon, j'aime mieux comme si... Non, j'espère qu'on n'arrivera pas à ce point de non-retour. J'espère que l'opinion aura le temps, pendant ces 5 années de mandat, de comprendre la gravité de la situation dans laquelle elle s'est elle-même plongée. Et j'espère qu'on se sortira de là sain et sauf, parce qu'il y va de l'intérêt de tous, de notre démocratie et de notre pays. Et en conséquence, je pense qu'il faut continuer de jouer le rôle que vous avez toujours joué, celui des veilleurs de conscience de la population, afin qu'on sache où on met le pied, vers où on va, et surtout les conséquences qui nous attendent là où on va. Oui, que je viens maintenant. Oui, est-ce que conséquences il y en a? Parce qu'on sait que ce n'est pas la première fois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on vote des lois parfois scélérates, mais qui passent facilement au sein de la population. Aujourd'hui, on a retiré donc le droit de grève à certains corps de fonctionnaires de l'État, mais rien n'y fit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, adopter ce code électoral pourra véritablement susciter une réaction au sein de la population? Écoutez, j'ai souvent entendu cet argument que vous venez de développer, mais je voudrais vous rassurer d'une seule chose. Dans l'analyse d'une société, il y a ce qu'on appelle le seuil de tolérance. Le seuil de tolérance. Et le seuil de tolérance, il n'arrive pas toujours lorsque les acteurs s'y attendent. Si on avait dit à Ben Ali en Tunisie, il y a quelques années, que le simple fait qu'il ait pris des mesures économiques d'austérité qui entraînera un jeune à se suicider, allait le faire partie, il ne croira pas. Il n'a pas vu venir le seuil de tolérance. C'est pareil quand on parle de l'Égypte. Vous savez qu'on parlait du Raïs, on n'a jamais parlé de Moubarak en termes de président. C'est le Raïs qui pensait que sa filiation remontait à Toutankhamon, très lointain là-bas. Et pourtant, on l'a retrouvé dans une situation de fragilité humaine où il était obligé de porter des verres noirs pour répondre aux juges devant un tribunal. Là, on l'a vu. Et donc, j'imagine que vous parlerez du Burkina Faso. Je parlerai du Burkina Faso. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on attendait le plus le peuple dans la rue. Ce n'était pas à ce moment-là. Tout le monde aurait pensé que l'enthousiasme soulevé par Sankara aurait suffi pour que sa seule disparition ait entraîné les Burkinabés dans la rue. Est-ce que vous ne dites pas des choses à faire peur au gouvernement? Ici, on a pris les dispositions. Victor Topanon, je ne sais pas s'il faut vous le rappeler. Aujourd'hui, on ne peut plus descendre dans la rue n'importe comment. Il faut demander d'autorisation. Parce que ce n'est pas la rue que ça commence, justement. Et les autorités ont pris la peine de prendre les dispositions qui s'imposent dans ce sens-là. J'espère bien qu'ils ne sont pas naïfs. Comment ça? Parce que dans des circonstances pareilles, personne ne demande l'autorisation. Mais non. S'il fallait demander une autorisation, les Burkinabés n'auraient jamais intégré l'Assemblée nationale. Que vous voulez encourager l'incivisme et autres? Non, je n'encourage pas l'incivisme, mais il est évident que c'est une solution constitutionnelle. Lorsque vous relisez très bien l'article 66 de notre Constitution, il a toujours été dit que lorsque il y a un quelconque coup d'État, enfin un quelconque coup au coup de force, un quelconque coup de force contre la démocratie, il revient à la population. Ces dispositions ressemblent à des coups de force contre la démocratie? Bien sûr, je viens de vous qualifier ces dispositions antidémocratiques. C'est important de vous poser la question, peut-être que vous allez lancer des mots. Non, c'est pas ma nature. Je suis dans la suite logique de mon raisonnement. C'est-à-dire qu'à force d'accumuler des dispositions antidémocratiques, vous atteignez sans le savoir et surtout sans l'avoir vu venir ce que j'appelle le seuil de tolérance que tous les peuples ont. Tous les peuples ont un seuil de tolérance. Des fois, vous leur faites des choses, vous leur dites, mais ils vont réagir, mais ils ne réagissent pas. C'est que le seuil n'est pas atteint. Et quand le seuil est atteint, ils ne vous demandent aucune autorisation, mais absolument aucune. Pourquoi voudriez-vous encore qu'ils viennent vous demander une autorisation? Vous allez le leur refuser.
et reprennent le pouvoir souverain qui leur est conféré par la même constitution qu'ils ont été majoritaires à adopter lors d'un référendum. C'est pour ça que les constitutions sont toujours adoptées par référendum. Et on est presque arrivé à la fin de cette émission-là. Oui, nous avons suivi le professeur. Et aujourd'hui, en l'état, je ne crois pas que tout ce qui soit dit sur ce plateau, aussi bien ici qu'ailleurs, soit tombé donc dans les oreilles de sourds. Je crois que le chef de l'État a encore tout le temps pour appeler à l'ordre sa majorité pour la bonne santé et la vitalité de notre démocratie. En tout cas, ça reste un souhait, parce que ce qu'on a entendu mérite plutôt un peu plus de sagesse dans les pas posés. Vite, prenons en 30 secondes. Mais écoutez, je voudrais que le président de la République sache que s'il réussit son mandat, le premier bénéficiaire, ça va être le peuple béninois. Le deuxième bénéficiaire, ça va être le Bénin. Et lui n'en tirera une quelconque gloire qu'en troisième et dernière position. Donc, tous les cris qui viennent de la population, il faut qu'il les écoute. Qu'elles viennent de sa majorité ou de l'opposition, il faut qu'il sache qu'il est là pour tout le monde et que des fois, pour des gens comme nous qui n'avons pas la capacité de nous approcher de lui, nous n'avons que ces canaux pour lui envoyer les explications qu'on aurait pu lui donner autrement, que les siens ne lui ont pas donné. Donc il faut qu'il prenne ces affaires-là très au sérieux, qu'il sache que lui-même ne tirera une quelconque gloire de sa réussite qu'en troisième et dernière position, après le peuple béninois et après le Bénin. Merci à vous, Victor Topanon, que devient maintenant. Merci pour la contribution aussi, pour l'animation de cette émission. On se retrouvera demain avec des journaux. Tout à fait. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ce fut un instant d'enrichissement d'un sujet plus qu'important pour l'avenir de cette nation. Nous espérons avoir été utile à quelconque apport. 100% béni, c'est donc terminé. On se retrouve donc demain, mais je ne vais pas vous quitter sans cette citation du dirigeant politique indien qui a longtemps fait parler de lui et continue de faire parler de lui, important guide spirituel, Mohandas Gandhi. Je le cite, la démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Prenez soin de vous, à très bientôt.